Ben voilà, c'est la tempête dans le studio, c'est très sympathique. D'ailleurs, Georges Goma qui est là. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Qui a affronté cette température et ouais. les conditions routières qui semblent difficiles tout de même au ouais. Québec. On a Paris au bout du fil, on a Monsieur Abel Boilly qui est au bout du fil de Paris. Bonjour voilà. Monsieur Boilly. Bonjour à tous et bonne année. Bonne année à vous aussi. Nous, on est dans la tempête au Québec. Et Georges, je te laisse présenter ton invité qui vient tout juste d'arriver. C'est ça, ouais. C'est Monsieur Jacques Okwe qui est professeur donc d'économie à l'UQAR et puis dans d'autres établissements ici. Peut-être il va se présenter lui-même, rapidement. Et il est du Gabon. Écoutez, bonjour à tout le monde, bonjour aux éditeurs et aux auditrices. Bonjour à vous, monsieur. De partout dans le monde qui nous écoutent. Vraiment, il a fait mauvais temps. Je m'excuse pour. On vous comprend. Vous êtes très oui. vaillant d'être là ce matin avec nous. Perspicace aussi, pour être là. Merci. Donc, je suis gabonais d'origine, évidemment rendu canadien, citoyen. Je suis activiste politique parce que je lutte pour la libération de mon pays, pour la démocratisation de mon pays. J'ai dû émigrer après mes études en France comme étudiant gabonais. Après mon doctorat en économie et finances internationales, j'ai dû émigrer au Canada où je vis depuis près d'une dizaine d'années. J'enseigne évidemment à l'UQAR, à l'Université Laval et puis au Cégep Limoilou qui est à quelques mètres d'ici. Voilà, à mes moments perdus, je suis consultant, je fais de la consultation à l'international et puis évidemment je continue toujours aussi à aller chercher des compétences comme étudiant. C'est la beauté aussi du Canada, le système est très flexible, on peut aller chercher beaucoup de compétences en termes de savoir pour pouvoir se bonifier toujours plus. Très bien Jacques. Alors on va laisser rapidement aussi Abel Boilly à Paris de se présenter parce que lui il a une organisation là-bas. Alors Abel, rapidement en quelques mots parce qu'on n'a pas le temps évidemment, on va passer au vif du sujet. Alors très rapidement, donc je suis Abel Boilly, 37 ans, je suis un Français d'origine congolaise et je suis le président d'une plateforme citoyenne et apolitique qui s'appelle FR Les Forces Républicaines, qui travaille sur les questions de la jeunesse, la condition de la femme et la situation du handicap. Voilà, très bien, très bien. Alors on comprendra, les auditeurs comprendront qu'il sera question du Gabon et de la RDC. Voilà. Deux pays où la situation politique est très difficile. En ce moment, la situation politique est difficile et nos auditeurs qui nous suivent depuis un certain temps comprendront très bien qu'il s'agisse particulièrement de l'Afrique centrale qui présente un modèle vraiment de transition démocratique très très difficile à comparer à l'Afrique de l'Ouest par exemple. Mais on le voit aussi un modèle, des gens qui se mobilisent, la diaspora internationale qui se mobilise, et on le voit ce matin aussi en ongle. C'est ça, Caro. Nous sommes dans un processus de changement sociétal en Afrique centrale. Et ça fait 20 ans que ça dure et nous finirons par avoir ce changement démocratique en Afrique centrale et en Afrique d'une manière générale. Il y a des difficultés énormes sur des enjeux qu'on va essayer de mentionner ici, mais pour aujourd'hui, nous regardons, notre vision se tourne vers le Gabon et la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, il y a des élections qui se sont passées là. Oui, et nous sommes en attente. Oui, c'est ce que j'allais dire, on est toujours en attente. Là. On est en attente, voilà. On n'est pas tout à fait dans le processus canadien où on a la réponse le soir même. Voilà, c'est ça. Là, ça fait combien de jours là, que les élections ont eu lieu? Ça fait quelques jours quand même. Bon, on va laisser Abel peut-être embrayer là-dessus et puis ensuite on viendra au Gabon. Alors Abel, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo en ce moment? Où est-ce que nous en sommes? Alors, où est-ce que nous en sommes? Normalement, les élections auraient dû être proclamées dimanche dernier. Mais c'est vrai que la Commission électorale nationale est soi-disant indépendante, je rajoute le soi-disant extrait, a dit que finalement les résultats n'étaient pas prêts et qu'il faudrait attendre une semaine. Néanmoins, nous avons la conférence épiscopale qui a pu déployer au niveau de tous les bureaux de vote plusieurs dizaines de milliers de personnes pour veiller à ce que les élections se passent dans des conditions à peu près normales malgré toutes les instabilités et tous les problèmes de manque d'organisation qui étaient causés volontairement par le gouvernement qui était en place juste alors. Et ils ont mis ce qu'on peut appeler un coup de pression à la CENI en disant que eux connaissaient le nom du vainqueur et qu'ils appelaient justement la CENI à faire preuve de vérité et à aller jusqu'au bout. Donc nous savons qu'en théorie,
selon les estimations et les informations que nous avons, c'est monsieur Martin Fayoulou qui devrait être nommé président de la République. Maintenant, nous savons que avec toutes les négociations sous la table, malheureusement, et aussi avec la prééminence et la présence exacerbée de certaines puissances occidentales, nous craignons que monsieur Chadari, qui est le candidat du pouvoir, le dauphin, on peut dire en quelque sorte, et l'actuel ministre de l'Intérieur de monsieur Kabila, ne vole l'élection, notamment, comme j'ai pu le dire à certains de vos confrères ici à Paris, c'est au peuple vraiment de ne pas manquer de zèle pour arracher sa destinée et de faire tout en sorte pour que monsieur Fayoulou puisse vraiment devenir le président de la République démocratique du Congo de façon officielle. Est-ce que c'est une façon, Abel, de dire que la communauté internationale n'est d'aucune utilité dans le règlement clair de la situation en RDC? Parce que tout le monde est en RDC en ce moment. Toute la communauté internationale sait à peu près ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça doit être le peuple qui doit arracher cela alors que la communauté internationale devait veiller à ce que la démocratie puisse être dite de la manière la plus convenante qui soit? Pour répondre à votre question, je vais vous donner un exemple très précis. Lors de ces élections, il y a 3 villes, dont 2 dans le nord du Kivu, qui sont Butembo et Beni, et une 3e ville qui s'appelle Yumbi, à qui on a dit finalement vous ne voterez pas. Pourquoi? Soi-disant à cause du virus et à cause de tensions sociales. Et on leur a dit que pour vous voterez pour les présidentielles, les législatives et les provinciales en mars 2019, alors que les résultats vont être annoncés la semaine prochaine. Et qu'ont fait les habitants de Beni? Malgré l'interdiction de voter, ils se sont quand même mobilisés de façon symbolique pour aller au bureau de vote et déposer un vote massif envers M. Martin Fayoulou. Ces 3 villes à la base étaient plutôt acquises à la cause de M. Kabila et depuis peu elles sont acquises à la cause de M. Fayoulou. Donc il est très facile d'imaginer pourquoi on leur a interdit de voter. Et la communauté internationale, elle a forcément une part à jouer, mais nous connaissons les relations historiquement malheureuses entre justement l'Occident et l'Afrique. Et un des grands enjeux, ça va être l'exploitation du sol congolais, bien entendu, et quelles vont être les nouvelles influences, parce que l'on voit que la RDC ces dernières années voulait s'affranchir de l'influence du trio historique incarné par la Belgique, bien entendu, mais aussi les États-Unis et la France, à la faveur d'un nouveau bloc de l'Est du XXIe siècle incarné par la Chine et la Russie. Donc il y a multiplicité d'enjeux et c'est vraiment au peuple de ne pas se laisser zéler, de ne pas se laisser léser, pardon. Léser, c'est cela. Ok. Bon, écoute, Abel, nous allons, Caroline Stephenson et moi-même allons ouvrir une série de chroniques sur la RDC parce que c'est un très grand morceau en Afrique centrale. Et quand la RDC, évidemment, toute l'Afrique centrale, on le comprend. Voilà. Donc on va ouvrir cette série avec toi à Paris, qui va nous édifier sur la question en RDC. Reste à l'écoute et nous allons embrayer avec non, mais j'allais dire, Abel est dans le train, là, il doit quitter, il arrive dans quelques minutes. Alors peut-être qu'il devra nous quitter. Voilà, il devra nous quitter. Et puis si peut-être le dernier mot que tu as à nous dire, et on va passer à la situation du Gabon avec Jacques ici en studio. Et voilà, et nous reviendrons sur la série sur la RDC. De toute façon, on aura l'occasion de reparler à Abel certainement, parce que c'est pas pour demain que ça va être réglé. Je reste à votre disposition. Oui. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bon retour. On va passer en studio avec Jacques qui va nous parler un peu plus peut-être du Gabon, hein? Voilà. Parce que là aussi, il y a eu un coup d'État, semble-t-il, avorté. Hein? Ben oui, Jacques, tu peux nous en parler un peu? Ce qui se passe au Gabon, ce qui s'est passé hier. Écoutez, ce dont on parle, c'est-à-dire le coup d'État, apparemment, je parle avec beaucoup de réserve. Là, ce serait, je parle au conditionnel, ce serait une manipulation de la part du régime imposteur en place. Manipulation parce qu'évidemment, vous savez, je vais un peu revenir parce que je suis enseignant, j'aime bien parler de théorie. Je vais un peu aborder la théorie, évidemment, afférente au système bureaucratique de type traditionnel. Lorsqu'un chef s'éclipse de manière inattendue, comme évidemment c'est éteint ou se serait éteint à Ali Bongo avec l'AVC qu'il aurait eu, et qui n'a pas légué de pouvoir de manière visible, de manière claire, précise et nette, il est clair que les dauphins
qui étaient tous autour de ce chef vont chercher chacun à s'accaparer du pouvoir. C'est ça en fait à quoi on assiste actuellement au Gabon. Malheureusement, ça humilie une énième fois le Gabon à l'échelle internationale parce que le coup d'État d'hier serait un coup d'État évidemment monté par le régime en place, parce qu'à l'intérieur de ce régime imposteur, vous savez très bien que depuis 2016, c'est un régime imposteur puisqu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle de 2016. C'est monsieur Jean Ping qui est le président démocratiquement élu et qui est reconnu par le peuple comme le président de la République. Donc depuis 2016, depuis 2 ans, ce régime est là, et avec la disparition par enchantement de l'imposteur en chef, il se trouve qu'il y a une guerre des clans à l'intérieur de ce pouvoir imposteur. Vous avez d'un côté un bloc qu'on appelle le Mogabo, de l'autre côté un bloc qu'on appelle la GEV, et puis évidemment les anciens de ce système. Alors chacun essaye évidemment de tirer le pouvoir de son côté, et là... Et pendant ce temps-là, c'est le peuple là, qui n'a pas de service, qui en souffre, j'imagine. Et évidemment, le pays est paralysé, on pourra en parler sur le plan économique et social. Le chômage est pharaonique, avec des taux qui atteignent actuellement les 40% de la population active. Pour un petit pays, il faut le dire quand même, avec une petite population, il faut le dire très très riche. Oui, un pays très riche et qui a toutes les matières premières, les matières hautement stratégiques qui permettent de faire des alliages pour les fusées qui vont dans l'espace, qui permettent aujourd'hui les téléphones cellulaires, tout ce qui est de la tantaline et d'autres matières premières. Nous avons le bois, le pétrole, l'uranium, le manganèse, extrêmement riche pour une population à peine d'1,8 million habitants, qui fait même pas Montréal. Qui et des essences de bois, il faut le dire, les plus rares. Le goumé, le limba, le zingo. Voilà, il y a énormément de richesses au Gabon. Il y a énormément pour tout le monde. Tout le monde devrait avoir le minimum vital, mais vous avez un clan égoïste, évidemment à la tête duquel se trouve la famille Bongo, qui évidemment par ce comportement abject essaie de transformer le Gabon en royauté. Donc le coup d'État d'hier est un faux coup d'État, ou serait un faux coup d'État, parce que je suis un scientifique, j'aime mieux parler, mais les jours qui arrivent vont nous indiquer là-dessus. Serait un faux coup d'État monté par évidemment le propre frère d'Ali Bongo, qui est aussi un enfant adopté, parce que c'est à la base un Antillais. C'est pas des anathèmes qu'on jette contre les Antillais. Là, le reste des Antillais, c'est des gens formidables. Ça n'a rien à voir avec le criminel Frédéric Bongo, qui depuis des décennies assassine impunément des Gabonais. Donc c'est lui qui aurait effectivement monté quelques éléments de la garde présidentielle pour effectivement monter cette opération surréaliste. Vous savez, le Gabon est un pays du paranormal. Le peuple est habitué à assister à ce... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le peuple n'a pas vraiment embarqué dans cette opération funeste montée par le régime imposteur en place. Mais Jacques, il faut dire quand même que ce coup d'État, s'il était vrai, serait la bienvenue, parce que quand on regarde un peu le système est protégé quand même par des généraux de l'armée gabonaise qui s'engraissent et qui se sucrent, n'est-ce pas, des bienfaits du pouvoir, et qui n'aimeraient pas que ce pouvoir-là puisse partir de cette manière-là. Et dans certains pays, là, on a vu que quand les grands généraux sont corrompus, ce sont les petits officiers de l'armée qui prennent leurs décisions, parce qu'on n'a pas le temps de passer le discours qu'ils ont lu, mais le contenu du discours en tant que tel, c'est un discours qui est quand même, qui a un contenu, qui dit vraiment des choses de la manière la plus pertinente qui soit. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Je pense qu'il faut faire attention. Ça dépend de qui vient le coup d'État. Il ne faut pas accepter des coups d'État pour des coups d'État. Si le coup d'État vient réellement des gens qui effectivement ont à cœur l'amour de la patrie, l'amour du pays, et qui veulent libérer le peuple, oui. Voilà, dans le sens de la libération. Voilà. Donc, si c'est un coup d'État qui vient de la part évidemment du clan au pouvoir pour donner l'illusion d'un changement, alors qu'il y a une continuité en arrière, donc par la confiscation du pouvoir politique et par la confiscation des richesses qui devraient profiter à tout le monde, là je ne suis pas d'accord avec ce genre de coup d'État. C'est pour ça d'ailleurs que le peuple, moi aussi d'ailleurs, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que le peuple qui peut être, qui a l'onction de Dieu, a peut-être perçu très vite que ce coup d'État n'était pas un vrai coup d'État et n'a pas embarqué. Lorsqu'on aurait un vrai coup d'État, c'est-à-dire
c'est-à-dire menée par des enfants du peuple qui veulent libérer le peuple du joug des Bongos, ben à ce moment, oui, il y aura non seulement l'alternance qu'on veut. On est allé à l'élection présidentielle, mais surtout le changement de par les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui s'en suivront. Mais tant aussi longtemps que ce n'est pas le cas, on ne peut pas évidemment saluer un tel coup de force, sinon ce serait... Mais comment savoir que c'est un vrai coup d'État, Jacques? Comment le savoir? On le saura par les individus évidemment qui vont le perpétrer, par le discours qu'ils auront. Vous savez déjà quand ça vient de la garde républicaine, de la garde présidentielle, ah oui, là, c'est un indicateur important que c'est pas vraiment... C'est flou. Voilà, que c'est flou. C'est ça. Et c'est pour ça que les gens ont eu du mal à embarquer. Ah oui, la garde présidentielle. Je n'avais pas ça, oui. Voilà. C'est vrai, ça, si vous aviez un coup d'État mené... Et puis, je vous dirais, moi, je suis personnellement contre les coups d'État. Moi, je suis plutôt tout le monde, pour... d'ailleurs. Mais il arrive des moments où, quand il y a besoin d'un coup d'État, vu la situation telle que ça se trouve dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, nous aurons besoin quand même qu'il y ait des gens au sein de l'armée qui puissent rétablir un peu l'ordre. Oui, mais même lorsque ça vient de l'armée qui n'est pas inféodée au système en place, cette armée aura tendance à reproduire le système. C'est vrai, parce que le coût de l'investissement, c'est le risque plutôt de perdre leur vie dans le coup d'État. Et donc, ils voudront se rémunérer. Mais pour le soulèvement populaire, je te coupe pas parce qu'on n'a plus de temps là. On va aller rapidement. Messieurs, oui, ça va rapidement, mais il faudra s'en reparler aussi parce que la situation est complexe. Mais on compte quand même sur le soulèvement populaire là. Mais le peuple, malheureusement, on sait ce qu'ils en ont fait. Par les jeux de l'intimidation, par le massacre qu'ils ont opéré sur ce peuple-là, et qui, à un moment, se retrouve quand même très effrayé, là. Oui, mais je suis primo pour le soulèvement populaire, parce que le soulèvement populaire a comme avantage d'inscrire dans la mémoire collective que le peuple s'est soulevé un jour contre un tyran, et que ça ne pourra plus se reproduire sans que le peuple se soulève à nouveau. C'est ça l'avantage du soulèvement populaire, de la révolution par le peuple. Après, maintenant, évidemment, ça doit se planifier. Et c'est pour ça que la diaspora a un rôle très important de planifier ce soulèvement populaire, quitte à ce que ça se transforme à l'intérieur du soulèvement par évidemment des échanges de coups de feu. Mais il faut planifier ce soulèvement populaire et que nous ayons une république évidemment qui respecte les droits évidemment du peuple sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan évidemment économique, sur le plan social. Messieurs, c'était très éclairant, mais je pense qu'on aura encore beaucoup à dire et le temps nous manque un peu, mais on aura l'occasion au cours de cette année qui commence, Georges. On aura l'occasion de s'en reparler parce que j'ai pas l'impression que ça va se régler rapidement. On le souhaite, là, mais en tout cas. Bonne année à nos auditeurs qui nous suivent. Georges, bonne année à nos auditeurs. Bonne année à toi, Jacques, et à tous les auditeurs de CKRL qui nous écoutent. Et on sait qu'ils sont nombreux à travers le monde. On est suivis très partout oui, sur Georges Internet. Est suivi partout, à travers le monde. Ben merci, Georges. Désolé. La neige nous a pris, en fait, le temps nous a pris notre temps. On a fait ce qu'on a pu. Se poursuit. On va parler sport dans quelques instants, mais on aura l'occasion certainement de reparler de la situation. Merci à vous deux. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. L'émission Les Matins éphémères est présentée par la Boîte à pain, boulangerie officielle de tous ceux qui adorent déjeuner. Matin, midi et soir, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Puis je vous dis que c'est aussi à ce moment précis qu'on comprend pourquoi on appelle ça des gourmandises artisanales.